Sécheresse, vagues de chaleur, inondations, comment adapter les villes au changement climatique? Et si l'on piochait dans les recettes du passé afin de mieux se préparer pour l'avenir? C'est ce qu'appellent de leur vœu de nombreux spécialistes de l'aménagement urbain, à l'heure où nos villes, on l'a dit tout à l'heure, font face à des épisodes climatiques de plus en plus extrêmes. Loin, sans doute, des chantiers pharaoniques et coûteux, les meilleures idées se nichent dans ce que l'on a déjà sous nos yeux. Et pour en débattre, merci de saluer comme il se doit Isabelle Lajeunesse, qui est maître de conférences en géographie, Erwin Franquet, directeur département bâtiment durable et intelligent de Polytech Nice-Sophia, Stéphane Bouissou est professeur des universités au sein de l'Université Côte d'Azur, c'est Béatrice Parino, rédactrice en chef adjointe au Point, qui se charge d'animer les débats. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, merci. Merci d'être présent. Merci à tous les trois. L'énoncé de cette table ronde est un peu effrayant si on liste et si on fait attention aux risques. Sécheresse, vague de chaleur, inondation. Je m'adresse à vous, Isabelle Lajeunesse, puisque c'est un peu un sujet que vous connaissez. Semble-t-il, il faut avoir peur de l'eau. En fait, il faut avoir peur de l'eau dans tous ses états. Et là, ce que vous évoquez, c'est pas simplement l'eau calme qui dort, c'est l'eau dans ses extrêmes. L'eau quand on n'en a pas, la sécheresse qu'on a beaucoup vécue en 2022 et à laquelle on fait face et qui fait que l'eau est à l'agenda politique aujourd'hui à différentes échelles. Et puis l'eau quand il y en a trop, il faut anticiper parce que quand il y en a trop, et notamment dans les villes, il faut vite l'évacuer parce que sinon on a des problèmes et on sait qu'on le vit en ce moment dans les Hauts-de-France. Et la vague de chaleur, moi ça me parle quand même d'eau aussi. Pourquoi ? Parce que quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? À se rafraîchir. Et pour se rafraîchir, soit on a des espaces qui nous rafraîchissent parce qu'il y a de la verdure qui ont été entretenus par l'eau, soit il y a des fontaines qui ont été coupées d'ailleurs pendant la période de vagues de chaleur, soit il faut se rafraîchir par des douches et en fait l'augmentation de la consommation est là. Avant de rentrer dans le détail de ce qu'on pourrait faire, faisons peut-être un point sur l'état de nos villes et peut-être si vous avez des exemples liés à cette ville qui parleraient plus particulièrement au public. Erwin, je pense à nos habitations. Dans quelle mesure nos appartements, nos immeubles, nos infrastructures sont adaptés aux catastrophes naturelles qu'on a connues ces dernières années et qu'on devrait continuer malheureusement à connaître dans les prochaines années. Alors, vous aviez peur de faire peur aux gens, et je pense que cette question va clairement leur faire peur, parce que la réponse, on commence à l'apercevoir, c'est qu'on n'est globalement pas prêt, à peu près toutes les échelles, à répondre aux différents événements qui peuvent intervenir. Donc, que ce soit la résilience du point de vue du risque, du risque eau, mais aussi du risque énergétique qui va venir derrière. On pourra en parler un peu plus tard sur ce que ça va mettre sur les contraintes des réseaux et sur la résilience et la tenue des habitations. Il y aura aussi un lien éventuellement avec l'alimentation. On voit bien qu'en cas d'événement grave, notre taux d'indépendance, il se compte en heures. Donc voilà, la préparation, elle n'est encore pas terrible. Maintenant, sur la base de ce constat, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions ou des palliatifs, et en tout cas une préparation qu'on peut essayer de mettre en place, qui ne sera peut-être pas 100% efficace, mais qui sera toujours mieux que de ne rien faire. Merci pour cette petite touche d'espoir. On va y revenir plus en détail, mais pour poursuivre un peu dans le tableau qui s'offre à nous, on a parlé d'alimentation. Ces dernières années, on a tous connu un épisode atypique, celui du Covid. Tout s'est bien passé d'un point de vue alimentaire. Personne n'a manqué de rien. Les chaînes logistiques ont tenu, comme on dit. Est-ce qu'on peut finalement tirer la conclusion que demain, s'il y a une catastrophe, inondation, etc., ça devrait bien se passer ? On a vu quand même qu'il y avait des tensions assez fortes sur certains aliments, sur des personnes qui se sont précipitées de suite là, dans les supermarchés pour accumuler beaucoup, accumuler d'ailleurs des denrées périssables qui ensuite ont dû être jetées. Mais voilà. Et donc, est-ce que si cet épisode s'est bien passé, ça veut dire que n'importe quelle autre catastrophe se passera bien ? C'est pas sûr du tout. Et il y a une étude donc, qui a été faite par un cabinet qui s'appelle Utopie, qui évalue l'autonomie alimentaire des grandes villes et qui la situe à peu près autour de 2% pour toutes les grandes villes.
Ça veut dire quoi, 2%? Donc, ça veut dire qu'à peu près 2% de ce qui est consommé dans les villes est produit à proximité. Donc, c'est-à-dire quasiment rien. Et donc, si on n'est pas approvisionné très régulièrement par des transports, des camions, eh bien, très rapidement, on n'a plus rien à manger. Voilà. Mais est-ce que ce sujet-là de l'alimentation en cas de catastrophe naturelle, c'est un sujet qui est sur la table, qui est étudié? Est-ce qu'on ne se focalise pas, j'allais dire trop, c'est un mot malheureux certainement, sur la catastrophe elle-même, sans mesurer les conséquences? Alors, c'est un sujet qui est relativement... il y a une prise de conscience, mais qui est relativement récente, en fait. Parce que dans toutes les démarches des villes, dans une démarche de transition ou de développement durable, dans les agendas 21, dans toutes les planifications territoriales allant vers un développement qui serait plus durable, la question de l'alimentation et de l'agriculture était jusqu'à très récemment très peu présente. Et depuis quelques années, c'est des sujets qui commencent à émerger, parfois par des directives qui viennent de l'Europe et des lois à l'échelle nationale, mais aussi par des initiatives propres des villes. Et on peut citer notamment le pacte de Milan, qui est apparu en 2015, où quelques centaines de villes de par le monde ont décidé volontairement de se saisir de la question alimentaire, donc développer leur autonomie alimentaire pour faire face à des crises, et donc promouvoir une agriculture plus locale, dont l'objectif sera bien sûr pas d'apporter une autonomie à 100%, mais de changer un petit peu le cours des choses, promouvoir une agriculture qui aura moins d'impact sur l'environnement, on en parlera peut-être à un moment donné, voilà, et puis avoir une alimentation qui également a moins d'impact sur l'environnement et aussi a plus de bénéfices pour la santé humaine. Il semble que la balle est dans notre camp, même du camp de chacun d'entre nous, de chaque citoyen. On nous demande, il y a des injonctions de toutes parts, certains nous disent de consommer moins, d'autres autrement. On va y revenir localement, de changer nos habitudes. Mais finalement, Isabelle, que sait-on du comportement des consommateurs? Sur quelle réalité, sur quelle vérité on peut s'appuyer? Alors au même titre que pour l'alimentation, la ville, elle ne produit pas d'eau. En fait, c'est 3,6 milliards de mètres cubes d'eau par an pour la France, pour l'eau potable. Et en fait, un habitant, il consomme en moyenne en France 149 litres par habitant et par jour, donc 50 mètres cubes par an, mais il ne le produit pas en ville. Donc il faut aller chercher l'eau et l'importer en ville. L'injonction, elle est à différents horizons, en fait. Si on considère que cette importation d'eau dans la ville, c'est lié au fait que la ville, elle s'inscrit dans un bassin versant, donc dans des limites topographiques où la pluie tombe, on récolte une partie de l'eau et on peut prélever 66% en souterrain, 33% en surface. Et là-dessus, il faut qu'on arrive à alimenter toute cette population qui est concentrée en ville. L'injonction, c'est, je vous ai dit, à peu près à 2 horizons. Là, il y a eu un grand plan en France pour l'eau avec 53 mesures. Et une des mesures, elle est vraiment pour demain, c'est on diminue de 10% les prélèvements d'eau, sachant qu'on prélève à peu près 30 milliards de mètres cubes d'eau par an. On en consomme en eau potable 3,6 milliards, mais on en prélève 30 milliards. Donc 10% d'économie à l'horizon 2030, donc demain. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'importation et de l'alimentation, mais en tout cas pour l'eau, c'est ça. Et après, il y a une autre injonction qu'il faut qu'on définisse. D'ailleurs, l'IMRED essaie ici de ramener un petit peu tous les acteurs de l'eau autour de la table pour trouver des solutions à l'échelle du territoire des Alpes-Maritimes et donc de cette vision bassin versant à Mont-Aval. 2050, on sait, par la modélisation, puisque la modélisation du climat et de l'hydrologie, elle est capitale pour pouvoir se projeter dans des scénarios de villes de futur, de territoires du futur, on sait qu'on aura 40% d'eau en moins dans nos cours d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On reste sur 10% de limitation? Si les prélèvements, c'est aussi 10% de consommation? Et où est-ce qu'on dirige justement, sur quels acteurs? Et est-ce que nos diagnostics sont viables? Là, à cette question-là que vous posez, est-ce que nos diagnostics sont viables? C'est une question rhétorique. Est-ce que chacun sait combien il consomme d'eau par jour? Déjà. Non, déjà.
Je vous ai dit, c'est 149 en moyenne. Mais en fait, ce que m'ont dit mes collègues, là, ils m'ont dit, ouais, en fait, ici, on consommerait en moyenne 2 fois plus que dans les Hauts-de-France. Bon. Alors il faut avoir honte. Non, moi, j'ai jamais honte. On trouve des solutions, sinon on s'en sort plus. Hein. Si on rentre dans la culpabilisation, on va pas faire grand-chose. Mais on peut s'interroger. Donc déjà, j'espère qu'ils vont aller se dire, mais au fait, ma facture d'eau, c'est quoi ? Qu'est-ce que je paye ? Qu'est-ce que je consomme, moi, individuellement ? Déjà, la donnée. J'ai entendu tout à l'heure, déjà dans la journée, la problématique de la donnée. Et un diagnostic, c'est effectivement important. Et qui consomme quoi ? En ville, c'est de l'eau potable. Dans le monde rural, ça va être aussi l'agriculture. Et puis, il y a le refroidissement des centrales. C'est 50% de l'eau prélevée, mais elle est restituée. Tous ces acteurs, comment on les met en musique, justement, à l'échelle des différents territoires ? Et comment on en prend conscience en ville ? Et qu'est-ce qu'on peut faire en ville ? Erwin, dans quelle mesure nous sommes, nos villes, notre ville de Nice est je vais y arriver, Vor. Merci de on va y arriver. Je vais vous laisser prononcer ce mot à ma place. Consomme beaucoup, excessivement d'énergie. Et est-ce que vous avez déjà peut-être quelques pistes à évoquer qu'on pourrait rapidement déployer individuellement avant de penser collectivement ? Parce qu'on va revenir sur la dimension collective, mais là, c'est de la décision politique. Oui, alors... Sur la question sur la ville de Nice, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe ville par ville, mais c'est très important de connecter ça à des indicateurs socio-économiques, et premièrement. Et ensuite, je pense qu'au-delà des chiffres, il faut faire très attention tout de suite à ne pas aller chercher des coupables et des bons et des mauvais élèves, parce que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, si on rentre dans une logique de culpabilisation, déjà, ce n'est pas une logique de chercheur, clairement, et ce n'est pas ce que nous, on propose. Et ensuite, on se rend compte que c'est toujours souvent plus complexe que ça, il y a des arbitrages, donc voilà, c'est compétition. Et du point de vue du thermodynamicien que je suis au départ, c'est pas efficace du point de vue de l'objectif que je veux avoir, donc c'est à éviter. Sur les solutions purement au niveau des villes, donc que ce soit Nice ou à d'autres endroits, les solutions, elles sont quand même globalement assez connues. Il y a déjà d'abord, on peut travailler sur l'efficacité et la sobriété du bâtiment. Ça va être des meilleures isolations, ça va être une meilleure gestion de notre consommation énergétique. Ça, il y a des plans, donc l'ADEME, l'ANA, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été proposées sur ça. Et si je reviens par contre maintenant du côté national au côté local, on voit que dans des climats méditerranéens, par exemple, et donc pour Nice, il y a beaucoup de solutions qui avaient été un peu abandonnées, donc justement le lien avec le passé. Alors sans non plus mystifier le passé et croire que toutes les solutions sont dans le passé, il ne faut pas non plus avoir des visions trop nostalgiques du passé, mais on voit bien que revenir à des conceptions un peu plus liées au bioclimatisme, c'est-à-dire par exemple mettre en place des bâtiments un peu mieux orientés, avec plus de surface vitrée, remettre des casquettes au goût du jour, donc peut-être avec les architectes il y aura un débat sur ça parce que ça a été longtemps vu comme quelque chose d'une verrue sur un bâtiment, mais il n'empêche que c'est un bon avantage. Il y a l'utilisation de matériaux moins étanches. Pendant très longtemps, pendant 30 ou 40 ans, on a fait des bâtiments qui étaient très étanches, mais en fait les matériaux vivent mal ce rapport à l'humidité. Donc mieux ventiler, utiliser des matériaux du niveau hygrothermal, donc au niveau humidité de l'air, sont meilleurs, donc avec plus de perspirance, comme on dit pour ces matériaux-là. Donc on voit que localement, il y a des solutions techniques qu'on peut remettre au goût du jour en termes de matériaux, en termes de conception des bâtiments. Donc ça, c'est une intelligence qui est un peu humaine, c'est-à-dire de conception. Et ensuite, je rejoins le côté sur la donnée. On voit bien qu'il y a aussi un bâti construit sur lequel on ne pourra pas faire grand-chose, qui est la grande majorité des bâtiments en France. Plus de la moitié des bâtiments qu'on a en France ont été faits dans les années 70. Et certains d'entre eux ne vont pas être rénovés comme ça. On a des nouvelles réglementations comme la RE 2020 pour le neuf. Mais le neuf, c'est rien du tout par rapport au bâti. Et on voit que par contre, via les capteurs, via les données, on peut avoir une quantification et une objectivation du comportement des bâtiments. Et là, ce capteur seul ne sert à rien. Par contre, si ce capteur sert à re-questionner le fonctionnement de certains appareils et de certaines habitudes, on peut jouer à la fois sur du technique et à la fois sur du comportemental, évidemment via un accompagnement, et cumuler et de l'efficacité énergétique et de l'intelligence, donc du smart grid ou smart building, comme il est un peu dit à l'heure actuelle, et aussi du comportement en accompagnant les gens, en diminuant les températures de chauffage, en diminuant les consommations de manière générale. Et c'est tout un ensemble de solutions qui, ensemble, peuvent permettre d'atteindre des objectifs, en ayant conscience qu'il n'existe aucune solution technique miracle, et que de toute façon,
tous les gens que vous verrez de la technique vous diront il n'y a pas de solution, enfin il n'y a aucune personne de technique qui vous dira qu'une solution technique vient. Il n'y a pas de technocentrisme qui permettra de nous éviter la question de nos comportements et de nos consommations. Et c'est donc l'ensemble de tout ça qui va nous permettre éventuellement de diminuer les conséquences qu'on va subir, mais on subira quand même des conséquences, il faut en être conscient. Côté alimentation, on a quand même pris des bonnes habitudes, non? Parce que, bon là, l'eau, je vais bien, on ne fait pas très attention. Les bâtiments, on n'y pense pas. On se dit c'est joli, j'achète, c'est sympa, c'est au centre-ville. Mais quand même, dans nos supermarchés, sur nos marchés, on nous propose des produits locaux. Alors, quand on regarde les choses de façon globale, et vous demandiez tout à l'heure comment fait-on pour savoir ce que l'on mange, ce que l'on consomme, etc. Ben, il y a tout un tas d'enquêtes qui sont faites par l'INSEE, qui sont faites par l'ANSES notamment sur les questions d'alimentation. Et donc, on sait ce qu'on consomme, on sait aussi la part de nos revenus que l'on attribue à l'alimentation. Et si on regarde tout ça, le constat n'est pas très positif. C'est que par rapport aux années 60, on a divisé par 2 la part de notre salaire, de nos revenus que l'on attribue à l'alimentation. Donc, on attribue beaucoup moins d'importance à l'alimentation. Et non seulement ça, mais ensuite, l'alimentation, elle se porte maintenant beaucoup plus sur des produits ultra transformés, dont on sait qu'ils sont très salés, sucrés, etc. Et qu'ils sont générateurs d'obésité, de surpoids. Enfin, on a à peu près 50% des Français qui sont en surpoids, 20% en situation d'obésité. Derrière, il y a un certain nombre de maladies que ça génère. Et au-delà du drame pour les personnes, ça a aussi un coût pour la société. Voilà. Et puis, si on regarde aussi si ce modèle permet de nourrir tout le monde de façon satisfaisante, eh bien, malheureusement non, puisqu'on a à peu près 10% de la population qui est en précarité alimentaire. Donc, le constat, il n'est pas vraiment positif. Tout le monde ne mange pas correctement, ni bien. Voilà. Alors, OK. Dans un certain microcosme, on a l'impression que tout va bien, mais quand on regarde les choses de façon un peu plus globale, les indicateurs sont beaucoup moins positifs. D'autant plus qu'on dit souvent que les arbitrages aujourd'hui des Français, quand ils vont arbitrer plutôt du côté panier alimentation que abonnement Netflix, Amazon ou dernier téléphone portable. Voilà, le smartphone, c'est plus important que l'alimentation. Ouais. Mais si on se projette et on se dit, on essaie en effet de produire de la nourriture, de l'alimentation dans une grande ville, dans une ville comme Nice, comment fait-on? Est-ce qu'il y a de la place pour des champs? Est-ce qu'il y a de la place pour des usines et de l'alimentation transformée? Et jusqu'où on pousse la logique du local? Alors, les villes, elles ont grandi et dans leur genèse, en fait, elles étaient situées dans des territoires où, en périphérie, il y avait des zones maraîchères. C'est le modèle de von Thunen qui date de 1850, avec un certain nombre de cercles concentriques, où la ville au centre, et puis, voilà, dans les cercles concentriques, d'abord le maraîchage, le bois, l'élevage, voilà, en fonction de la nécessité d'aller vers des besoins quotidiens. Voilà. Les villes grandissant, elles ont mangé l'espace des ceintures maraîchères et donc, voilà, malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'espace pour produire localement. Il n'y a plus beaucoup, mais il en reste un petit peu et il faut préserver ce qu'il reste et développer de l'agriculture urbaine ou périurbaine. L'objectif, ça ne sera pas bien sûr d'arriver à une autonomie alimentaire, mais ça a quand même des intérêts pour rapprocher ou se réapproprier le fait alimentaire. Et se réapproprier le fait de voir des productions de produits frais à proximité de chez soi, de se rendre compte que les produits ont une certaine saisonnalité, que c'est aberrant de manger des tomates au mois de janvier ou voilà. Donc les produits ont une saisonnalité et donc se réapproprier le fait alimentaire, cuisiner soi-même des produits frais. Et quand on fait ça, on se rend compte que finalement ça coûte pas si cher. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont portées par des villes notamment, mais les défis familles, vous savez, il y a des défis familles sur tout un tas de choses, sur l'énergie, sur
sur les déchets, il y a aussi des défis famille sur l'alimentation, les défis famille à alimentation positive. Et donc, par des ateliers, par un certain nombre d'actions, on peut montrer que cuisiner des produits frais de saison, ben, finalement, ne coûte pas plus cher que des produits ultra transformés. Et c'est bien meilleur pour la santé et pour l'environnement. Oui, et aussi si on pousse la logique pour les dépenses de santé. Aussi, Voilà. aussi, qui ne sont pas prises en compte d'ailleurs. Ouais. Mais, ouais. Isabelle, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que comme ça a été déjà discuté dans la journée, comment est-ce qu'on peut faire de cette réflexion qui porte sur l'alimentation, sur importer quelque chose pour éviter tout un tas d'effets sur l'environnement et sur la santé, comment est-ce qu'on en fait peut-être aussi cet espace d'alimentation un espace de rafraîchissement pour d'autres impacts sur la famille, la ville, qui éviterait aussi de consommer de l'énergie pour se refroidir. C'est comment on a une vision beaucoup plus systémique, avec l'aide aussi peut-être d'indicateurs ou de patterns. Comment est-ce qu'on en fait quelque chose de plus systémique et comment on met les différents acteurs autour de la table, on évite de les cloisonner pour que cette ville, elle apporte dans son lieu si condensé et si difficile, parce que quand je vous entends dire remettre les champs, etc., il y a tout un autre tas de problématiques. Enfin, c'est juste pas possible. Et puis, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour, ni le programme. C'est pour une petite partie de l'alimentation, en tout cas, qu'on pourrait produire. Mais par contre, essayer d'aller la chercher moins loin, pour tout un tas d'autres raisons, ça oui. Mais comment est-ce qu'on discute des effets positifs secondaires de cette alimentation qui pourrait être produite en ville ? Est-ce que ça doit se faire au détriment de la construction? Parce que tout au long de cette journée, on a aussi entendu des personnes nous dire qu'on manque de logements, on a besoin voilà, de davantage de logements. Alors comment on fait coïncider, fonctionner tout ça? Comment on fait? Alors, il y a un moment où nous, en tant que chercheurs, on va pouvoir essayer d'apporter des pistes, mais il faut quand même rappeler qu'à un moment, le chercheur s'arrête et donne la main à la décision politique. Donc nous, ce qu'on va faire, en tout cas nous, c'est d'essayer de proposer des solutions objectives et quantifiées, d'essayer de peser le pour et le contre de chacune des solutions, et après quand même de rappeler qu'il y a un arbitrage via les citoyens et via les élus. Je ne crois pas que ça soit incompatible. Moi, j'allais faire une boucle vertueuse, c'est-à-dire que oui, il faut faire attention à ne pas opposer les usages parce qu'il y a clairement des besoins de logement en France. On pourrait rentrer sur des discussions, à savoir dans les chiffres globaux nationaux, on estime qu'il manque 30% de logements. Évidemment, la grande question souvent, c'est que ne sont pas comptés les logements vacants, donc il y a des débats sur ça. Mais clairement, on manque de logements. Et à Nice, c'est encore plus criant. Et on voit que c'est un vrai souci. Après, monsieur le maire aurait peut-être pu en parler, ou les gens de la mairie mieux que nous. Mais on voit que quand on regarde toute la Côte d'Azur, pour être directeur d'un département qui forme des ingénieurs en bâtiment, il y a une grosse contrainte et on manque de logements et on a peut-être un peu trop de bureaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe. Et donc, il faut qu'on construise. Il faut quand même qu'on construise. Sauf qu'on voit que justement, quand on construit, va venir bientôt le problème de la zéro artificialisation nette. Donc comment je fais pour pallier ça? Et le lien que je voulais faire pour répondre à votre question, c'était avec la question de tout à l'heure. Je trouve qu'il est intéressant parce que ça permet de voir à quel point cette question peut être pluridisciplinaire et comment tous ensemble on peut apporter quelque chose. Donc je rejoins aussi, c'est-à-dire que je ne crois absolument pas au fait que les villes soient indépendantes. L'agriculture urbaine, en disant que les villes sont dépendantes, c'est une utopie. Et il n'y a aucun chercheur sérieux qui vous dira que c'est faisable. Par contre, le fait de remettre ces questions, et quand on parlait justement du changement de comportement, ça peut être un moyen très utile, pour un petit apport ponctuel quand même, qui est intéressant, mais pour permettre aussi de recontextualiser des comportements et de se réapproprier la chose. Et quand on revient justement avec ce lien de l'eau et des zones, dans les solutions un peu d'autrefois qu'on peut faire, reprendre en compte justement comment va se comporter au niveau de l'urbanisme le terrain, et permettre justement des zones où on va avoir de l'évapotranspiration ou de la circulation d'air au travers des bâtiments. Ça, c'est une utilisation harmonieuse de l'ensemble de ces apports pour construire une ville qui sera plus résiliente, qui sera moins demandeuse de ressources en termes d'énergie, d'eau, ce genre de choses. Et donc là, on a des éléments de solution. Ce qui est très difficile, c'est que ces éléments de solution, ils sont complexes, ils sont multifactoriels, ils demandent des expertises de différents métiers qui n'ont encore pas beaucoup l'habitude de travailler ensemble. Et
Alors moi, je dis souvent à mes élèves que c'est une chance parce que ça permet justement de réinternaliser des métiers et d'éviter la fuite des cerveaux. Les solutions qui marcheront pour Nice seront probablement pas celles qui marcheront pour Arras. C'est-à-dire que ça demande aussi de recontextualiser avec un climat, avec une sociologie, avec une population, avec une densité et tout un tissu socio-économique. Vous avez évoqué, c'était à Milan, c'était en 2015, c'était des villes qui cherchaient des solutions sur le plan alimentaire. Est-ce que, je vous pose la question, mais je pose la même à vos confrères, est-ce qu'il y a des exemples en cours dans des villes, des exemples intéressants à exploiter, pas forcément pour la ville de Nice, mais qui sont intéressantes par ailleurs parce qu'on voit des progrès ou des solutions émerger? Ah oui, on voit tout un tas de solutions émerger dans le monde, en France en particulier, parce qu'en France, au-delà du pacte de Milan de 2015, il y a eu aussi la loi d'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt 2014, qui a incité les collectivités à créer ce qu'on appelle des PAT, des projets alimentaires territoriaux, et donc de mobiliser tous les acteurs d'un territoire de la fourche à la fourchette, de façon à développer une agriculture locale pour aller vers des produits donc plus de saison, et aussi, on ne l'a pas encore dit, mais la consommation de produits, d'aliments moins carnés, parce que s'adapter, c'est important, mais on s'adaptera d'autant plus qu'on aura aussi mis en œuvre tous les leviers d'adaptation, d'atténuation, donc limiter les émissions. Et en termes d'alimentation, on sait que la production animale, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà. Donc c'est important aussi de changer de régime alimentaire en allant vers des régimes moins carnés. Voilà. Donc il y a tout un tas de villes qui sont en train justement de contextualiser leurs actions à leur territoire. Et donc pour contextualiser le plan d'action au territoire, ça débute par un diagnostic. On définit les atouts et les faiblesses du territoire et on ne peut pas imaginer les mêmes solutions strictement à Nice et dans le Finistère, par exemple, qui est un département très agricole. Voilà. Donc c'est des démarches qui sont relativement récentes, elles datent de 2014-2015. Donc voilà, il y a tout un tas de leviers qui sont activés, des diagnostics et ensuite des plans d'action qui développent l'agriculture locale, plutôt des pratiques agricoles qui sont moins intensives, donc des pratiques agroécologiques. Voilà, dans le département, on peut citer la ville de Montsartou qui a une régie agricole et qui produit de l'alimentation, des fruits et des légumes pour les cantines. Plus de 90% des fruits et légumes sont produits sur la commune, en agriculture biologique. Voilà. Et donc ça s'est fait en plus sans augmenter le coût du repas pour les familles, parce qu'il y a eu un travail sur le gaspillage alimentaire qui est aussi généralement très important. Donc on peut aussi lutter sur le gaspillage alimentaire. Donc il y a tout un tas de leviers à activer et c'est en train de se faire globalement. Isabelle, est-ce que vous voyez des exemples intéressants émerger dans votre domaine, hein? Alors, moi, l'exemple émergent sur l'eau, c'est des exemples où on tient compte de l'eau, en tenant compte de l'énergie, en tenant compte de la production alimentaire et en tenant compte des fonctionnalités des écosystèmes, autrement dit de l'environnement au sens très fonctionnel, ce qu'on appelle aujourd'hui la chaîne de lien WAFI Nexus. Ça a 10-15 ans à peu près en recherche, mais c'est un concept qui veut aller plus loin que la simple gestion intégrée de l'eau par une demande et par un usage. Et on a quelques exemples de choses qui se dessinent, et ayant aussi une petite formation en écologie, je retombe sur des systèmes d'insularité en fait, où on ne peut plus aller se dire, finalement, pour répondre à ma demande, parce que c'est très impopulaire de dire non à l'eau, c'était quand même le mot du jour aujourd'hui de M. Estrosi, l'impopularité. Effectivement, il y a des décisions qui sont impopulaires, et là, dire non à quelqu'un qui demande de l'eau, c'est compliqué. Donc j'ai deux exemples. Celui de la Sardaigne, qui est une région autonome au terme de politique publique, qui a repris la main au niveau de l'île sur les différents consortiums d'irrigation qui séparaient les sous-régions en fait, de cette région qu'est la Sardaigne. Elle a mis 10 ans à peu près, politiquement c'était très compliqué, mais il y a une autorité de bassin aujourd'hui qui est elle qui décide de l'allocation d'eau et qui connecte les demandes
entre les différents sous-bassins, et c'est très important notamment pour anticiper la crise. Alors, on pourrait en parler, c'est une forme de rationalisation qui aura ses limites, mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Un autre exemple, c'est l'île d'El Hierro, sur les îles Canaries, qui se veut totalement autonome pour l'eau et pour l'énergie à l'horizon 2025. Et j'ai visité cette île, ils nous ont montré leur système de comment on lie l'eau avec la production énergétique, la gravité, les bassins, la production d'eau potable. C'est beau. C'est bon, C'est beau. c'est beau. Mais est-ce que c'est efficace? Ben oui, puisque oui, bon, après, eux, il faut savoir qu'en termes de résilience d'eau, c'est compliqué. Le plan B, c'est dessalement d'eau de mer, avec du pétrole. Donc non, qu'ils réfléchissent à ça. Mais parce qu'ils y sont très contraints parce que c'est une île. Mais en tout cas, en plus, alors là, la notion de rivière et de bassin versant, c'est déboussolant parce qu'il n'y a pas de rivière. Il n'y a que des galeries d'eau, donc on est dans un système un peu minier, ça déboussole tous nos concepts, mais en tout cas, c'est ce concept de WAFI Nexus, c'est comment on intègre vraiment toute la composante de la chaîne de l'eau. On va continuer à parler avec vous, Erwin, vous me l'avez dit. VW, la petite différence. Et on va prendre des questions du public, mais on va voir peut-être, je vais te laisser faire un petit point. C'est vos étudiants qui vont passer au tableau. On va voir s'ils ont bien retenu leur leçon. Allez, Boris. On a quelques minutes, oui, enfin, dans le cadre des questions-réponses. Vos étudiants, ils sont où? Ils sont au courant que vous allez les soumettre à la question? On va vous passer un micro. Il n'y a pas de piège, ils sont au courant et préparés. Ouais. Ah, malheureusement, c'est préparé. Qui lève la main, celui qui va intervenir? Voilà, on va vous donner le micro. Fallait pas se perdre ce pari hier soir. Hein. Voilà, c'est vous qui vous y collez. Peut-être introduire. Contextualiser. Alors, oui. Une question, s'il vous plaît. Question. Juste pour contextualiser, l'objet aussi de l'intervention de ces élèves, ça rejoint un peu ce qui se posait comme question ce matin, par exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans les formations. Donc, parce que je suis chercheur, mais je suis aussi enseignant à l'université, et typiquement donc directeur du département bâtiment à Polytechnique Sofia. Et donc là, ce qu'on avait comme objectif, c'était de faire travailler nos élèves de 5e année. Donc, c'est des élèves qui, dans 6 mois, seront ingénieurs. Là, ils vont partir bientôt en stage. Donc, ils commencent à être affûtés sur ces questions-là. Et c'était pour montrer d'abord que dans les écoles d'ingénieurs, en particulier dans la nôtre, le développement durable, c'est vrai que c'est un peu facile dans le bâtiment, mais c'est presque un 5e de notre formation. C'est-à-dire c'est un problème qu'on a pris à bras-le-corps et sur lequel on forme les élèves. Quand bien même, dans les entreprises, ça ne va pas encore percoler tout de suite, mais au moins, ils auront le bagage correspondant. Et ensuite, c'est de faire plancher ces élèves avec leur vision de jeunes qui, a priori, ne me correspond plus, malheureusement, pour voir comment eux aussi, ils abordent ces questions-là avec ce background scientifique et avec leur vision à eux de jeunes qui vont rentrer. À toi de jouer, toi le jeune. Eh bien, merci de me donner la parole. Du coup, pour l'étude qui était la nôtre, c'était, vous en avez parlé un petit peu, madame, c'était pour les villes du futur, autonomes ou presque en énergie. Du coup, on en a bien vu que notre étude montre que 38% de la consommation électrique française va dans les résidences. Donc du coup, il y a deux problématiques. C'est d'un point permettre l'autonomie via des énergies renouvelables ou du moins vertes de ces villes. Et de l'autre côté, c'est de limiter la consommation d'énergie, car d'après l'ADEME, un quart de la consommation d'énergie française est gaspillée. Du coup, ça correspond à environ 300 € par an par foyer. Du coup, cette question est vague et on ne peut pas forcément répondre oui ou non. Chaque situation est compliquée. C'est bien que vous ayez appris ça. Ça va vous servir longtemps. C'est ça. La nuance, en toute chose. C'est ça. Chaque cas est différent. Par exemple, dans la côte atlantique, on peut utiliser notamment l'énergie houlométrice, excusez-moi, donc l'énergie des vagues. Après, à Paris, cette énergie ne va pas nous servir à grand-chose. Ce sera plus tout ce qui est géothermie. Mais ça pose également des problèmes, tout ce qui est galeries de métro, égouts, etc. Et donc faire des bassins, des usines de géothermie
à Paris, c'est viable d'une manière sur le papier, sur les calculs mathématiques, mais après sur les cas pratiques, ce n'est pas forcément utile. Du coup, toutes ces technologies du futur qui à l'heure actuelle ne sont pas forcément utilisées ou encore viables actuelles seront possibles dans les années futures. On l'espère du moins. Et donc du coup, cette question est vague et donc du coup, on essaye du moins, excusez-moi, je ne suis pas forcément habitué au discours. C'est un très bon entraînement. C'est On peut vous applaudir déjà, ça va vous redonner ça va vous galvaniser. Alors justement, comme c'est un de vos premiers discours, une autre jeune qui est Isabelle La Jeunesse, jamais on vous l'a faite celle-là. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, c'est ça? Ou préciser quelque chose en tant que prof, vous aussi? Oui, en tant que... Oui, voilà. Ou En citoyenne. tant que, voilà. Non, mais il dit quelque chose aussi d'important, c'est la question du gaspillage. 1 milliard de mètres cubes d'eau par an part dans les fuites. Et là, il y a vraiment besoin de l'innovation pour résorber ça, sachant qu'on sait qu'on ne pourra pas tout résorber avec l'innovation, et puis de toute façon, à un moment, ça coûterait trop cher. Mais à partir du moment où on pense au développement durable, eh bien, la question du gaspillage, elle est toujours sur la table, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour l'aliment, que ce soit pour le déchet qu'on produit, le gaspillage, il est là. C'est une partie du problème, mais ça ne peut pas résoudre tout le problème. Mais en tout cas, si on pouvait récupérer pour se donner un peu de souffle, pour être préparé pour demain, c'est-à-dire en parallèle, on profite de résoudre le gaspillage pour avoir un peu de souffle, pour prévoir demain, parce que sinon on va être trop tendu, que ce soit pour la ressource, pour l'énergie, que ce soit pour l'eau. C'est tendu pour tous ces domaines-là aujourd'hui. Donc c'est un point important et je sais pas aujourd'hui, on l'a comment bien ça... compris. Oui, moi, je flippe maintenant, perso. Enfin, on était déjà un peu culpabilisés, on Alors, avait peur. juste pour vous dire, il y a quand même 1000 communes cette année, en 2022, là, qui n'avaient pas assez d'eau potable pour leur population. Ah, vous 400. continuez, je pensais Oui, que vous non, vouliez me rassurer. Mais non, je ne veux d'accord, pas non, du tout super. vous rassurer. Ouais. 400 qui ont apporté de l'eau par citerne et à peu près 200 qui en sont encore apporté des bouteilles d'eau plastique. En France, on a un collègue ici qui a fait venir une délégation de Tunisiens à l'IMRED pour parler, pour échanger sur la gouvernance territoriale. On n'est pas crédible quand je leur ai dit qu'on manquait d'eau. Ils m'ont dit quoi? En France, climat tempéré, vous manquez d'eau? Il est responsable de l'Institut des régions arides. Il me dit, vous plaisantez? Il n'a pas dit ça, il a dit vous vous foutez de ma gueule. Non, parce qu'on ne parle pas comme ça à l'IMRED. Oh, pardon, Imred, c'est une bonne tenue. Stéphane, vous souhaitiez réagir? Non, bah alors. Alors, non, j'aurais aimé rajouter un point, il reste peu de temps. Il reste 17 secondes, allez-y. 17 secondes, voilà. Alors, j'aurais aimé juste me permettre peut-être une remarque par rapport à votre titre, qui était le changement climatique. Ouais. Et donc, tout un tas d'actions que l'on doit mener face au changement climatique. Il n'y a pas que l'enjeu du changement climatique. Et si on regarde l'enjeu du changement climatique, on se dit que c'est les émissions de gaz à effet de serre, et que donc si on arrive à... Dans le micro, s'il vous plaît, Stéphane. Si on arrive à limiter les émissions de gaz à effet de serre, par exemple par de la séquestration, eh bien le problème est réglé. Or, il y a d'autres enjeux, notamment sur la biodiversité, notamment sur le cycle de l'azote et du phosphore, notamment sur l'eau, etc. Voilà. Donc ça, c'est la notion de limite planétaire. Il y a 6 des 9 limites planétaires qui sont dépassées. Donc, le changement climatique, c'en est une de limite, mais il n'y a pas que celle-là. Et donc, on propose un angle, un focus. On sait que c'est plurifactoriel. On fait ça un peu tous. On fait ça un peu. Oui, c'est notre obsession un peu en ce moment, mais il n'y a pas que cette entrée. Voilà. Et il faut élargir, à mon avis aussi, parce que voilà. Merci Stéphane. Une dernière réaction peut-être, Isabelle? Non, une couche de peur supplémentaire. Non, c'est juste la ville du futur pour terminer. Et je pense que c'était le message de tous les intervenants. Là, elle ne peut pas être gérée de façon sectorielle. Il va falloir qu'on se mette de façon pluridisciplinaire et plurisectorielle. Et nous, on a plaisir à le faire, on commence à avoir l'habitude. Mais rien que nos métalangages, ça peut être compliqué. Mais à l'échelle des gestionnaires, ceux qui décident pour les villes, alors certes, ils vont décider. Mais moi, ce que je vois sur tous les territoires que j'ai visités, essentiellement en Europe, ils attendent de l'accompagnement pour prendre des décisions impopulaires et d'autres populaires quand même. Ce sera le maître mot, on l'a dit, impopulaire. On vous applaudit à nouveau. Et
Pour poursuivre la discussion, je vous informe qu'Isabelle La Jeunesse dédicace son livre Changement climatique et cycle de l'eau. Ça se passe juste là, derrière. On se retrouve dans quelques minutes pour notre dernière session. Les maths sont partout, même dans la ville. À tout de suite.